La dialyse, qui prolonge actuellement plus de 2 millions de vies dans le monde et en sauve chaque année plusieurs milliers d'autres, n'est pas née du néant. En 1821, Henri Dutrochet décrit l'osmose, un phénomène qui permet le passage de l'eau à travers une membrane vers une solution de sel. Il le mesure avec un appareil nommé osmomètre. En 1850, en Écosse, Thomas Graham étudie les membranes et prédit que la dialyse sera un jour appliquée à la médecine. Il faudra encore 50 ans pour qu'en 1913, John Able, un chimiste de Baltimore, applique la dialyse à un animal de laboratoire. Le mérite de l'utiliser chez l'homme revient à Georg Haas, qui s'y intéressait depuis la guerre des tranchées. Il parvient à dialyser son premier patient en 1924, mais les séances sont trop courtes pour avoir le moindre effet. En utilisant de la cellophane et un nouvel anticoagulant, c'est Wilhelm Kolff qui va réussir à sauver une première patiente le 3 septembre 1945 en Hollande, après 16 échecs mortels. Et puis est survenue la guerre. Il y a eu un certain nombre de blessés qui ont été ensevelis sous les décombres au moment du fameux Blitz sur la ville de Londres et des autres villes anglaises. Et certains de ces malades qui n'avaient pas de lésions artérielles, pas de lésions cutanées, pas de lésions osseuses, on les sortait de cet ensevelissement et ils mouraient dans les 24 ou 36 heures qui suivaient en pleine anurie, une anurie très rapidement mortelle. Le 17 décembre 1952, Marius Renard, un apprenti couvreur de la région de Beauvais, tombe de son échafaudage. Il a une hémorragie massive qui contraint le chirurgien qui le soigne à enlever le rein qui saigne. Ce qu'il ignore, c'est que son patient n'a qu'un seul rein. Marius est transféré le 22 décembre à Paris. Sa mère insiste pour que l'on transplante l'un de ses propres reins à son fils. On joue au cinéma cette année-là le film Un grand patron, interprété par Pierre Freinet, où il est question d'une telle intervention. En cette nuit de Noël 1952, c'est toute une équipe qui se mobilise à l'hôpital Necker pour tenter l'impossible. L'opération est un succès et Marius, qui était mourant, retrouve rapidement ses forces. Les médias s'emparent de son histoire et sa mère et lui deviennent de véritables héros nationaux. Pourtant, le greffon cessera progressivement de fonctionner pour aboutir 21 jours plus tard à un rejet sans appel et à la mort du jeune garçon. Il y avait donc une possibilité de traitement. Puisque la mort avait été retardée. Si on avait pu le maintenir en vie quelques jours de plus avec une dialyse, Marius Renard aurait survécu. Il ne faut pas longtemps pour comprendre que la transplantation et la dialyse iront désormais de pair. La néphrologie est née et elle a une sœur jumelle qui s'appelle réanimation. John Merrill était fasciné par la transplantation rénale et l'a pratiquée chez des jumeaux. On ne savait pas faire autrement à l'époque. C'est pourquoi il s'était rendu avec intérêt à Necker en janvier 1953 pour étudier personnellement l'histoire de Marius Renard que consignait méthodiquement un jeune assistant de Jean Hamburger, Gabriel Richer. Alors, Merrill est arrivé, nous avons sympathisé et quand j'ai voulu aller apprendre le rein artificiel, j'ai écrit à Merrill qui m'a accepté. Et j'ai passé 2 mois magnifiques parce que je n'avais aucune responsabilité, aucune chose à faire, aux fonctions à remplir, et que je me suis imbibé comme un papier buvard de tout le savoir de son équipe. Je suis revenu le 15 mai 1954. Et la première séance de rein artificiel a été le 10 novembre 1954. Nous devons énormément pour cela au cas de Marius Renard. Vous comprenez, cette deuxième naissance, donnant un mois de survie à ce gamin de 15 ans avec le rein de sa mère, ça a tellement bouleversé le monde entier que le directeur, M. Xavier Leclinch, est venu immédiatement voir ce qui se passait à Necker. Et le service a eu, 15 mois après, une installation très convenable.
nous avons reçu des malades de tout l'Empire français. La dialyse se répand rapidement dans le monde, mais à Seattle se forme une première unité indépendante sous la direction d'un personnage exceptionnel, le docteur Belding Scribner. Il invente un dispositif en téflon, un matériau nouveau qui ne favorise pas la coagulation du sang, et l'implante dans le bras d'un ingénieur de Boeing qui vivra 11 ans avec. Scribner n'a jamais été l'élève de Merrill, mais il en a été le fils spirituel. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on essaye. Si le nombre de malades augmente rapidement, il n'en va pas de même des moyens techniques, et les compagnies d'assurance s'alarment. Il ne sera pas possible de soigner tout le monde. C'est le temps des choix difficiles. Et des choix très très douloureux. Il y en a un que j'ai fait uniquement. J'ai choisi une femme parce qu'elle avait 5 enfants, dont 2 de bas âge. Vous comprenez? Bon, alors, et peut-être que j'ai laissé mourir un futur prix Nobel. Voilà, je ne le sais pas. Non, on était obligé. Vous comprenez? Je ne le sais pas. Oui. Alors, est-ce que vous pensez que ça serait encore possible aujourd'hui, une aventure pareille? C'est toujours possible. Si vous aviez un message à transmettre, Eh bien, vous venez de le faire. oui, c'est qui ose gagne. Oui, allez.